Bonjour, je suis votre collègue Mohamed Boutazant, votre collègue en lycée professionnel MPDT. Nous allons vous présenter, moi et mes collègues, notre exposé qui a comme titre du diagnostic à la planification. Nous allons vous un plan pour notre présentation, un plan décomposé en deux grandes parties, une partie théorique et une partie empirique. Nous allons commencer avec une petite introduction. Comme vous le savez, il y a une nécessité de planifier. Pourquoi? Parce que de manière spontanée, le territoire ne se développe pas de manière rationnelle. L'ensemble des stratégies tactiques individuelles ne font pas une ville, mais forment un ensemble de stratégies. Si on veut intégrer les populations, intégrer les activités, les services, les infrastructures au sein d'un même territoire, on est obligé alors à un moment donné de planifier pour que tout cela se fasse en bonne intelligence. Lorsqu'on veut planifier, il y a des défis à relever. Il y a un défi de croissance de la population, ou plutôt de l'évolution de la population, que ce soit une évolution croissante ou bien décroissante. Et on doit penser à la protection des ressources, on doit penser aux services et infrastructures de base, leur planification, que ce soit en moyen terme, court terme ou bien long terme. On doit penser au logement, on doit penser aussi à l'activité et l'emploi, et enfin à la protection de l'environnement. Ce sont les défis à relever lors de la planification. C'était une petite introduction. Je cède la parole à mon collègue Nasruddin pour présenter la partie théorique. C'est à vous, c'est Nasruddin. Merci mon collègue Mohamed. Bonjour à tout le monde. Alors pour commencer, avant d'entamer les étapes d'élaboration de la planification stratégique et la partie empirique ou pratique de la présentation, il est bien nécessaire de comprendre les définitions et généralités pour avoir en main les dimensions du sujet. Alors pour la définition, la première définition que nous avons devant nous, la définition de l'approche territoriale, c'est une méthode permettant d'extraire ou de déterminer les besoins des habitants dans une région, identifier les défis et potentiels des acteurs existants pour mener une existence digne et trouver des solutions et des compromis de manière collective. Alors, la deuxième définition est la définition de la planification stratégique territoriale. C'est un mode de gestion mis en œuvre par les collectivités territoriales qui vise à définir la stratégie du développement des territoires qu'elle concerne et trace les conditions de sa mise en œuvre. Donc, on peut dire que c'est une vision stratégique du développement territorial au niveau culturel, économique, environnemental et social. Prenons en considération, bien sûr, les contraintes naturelles et humaines. Et c'est un outil aussi qui fixe les grandes orientations, les objectifs du développement durable des territoires. Le cadrage juridique de la planification stratégique territoriale constitue la Constitution, sachant que c'est la première référence des lois, donc évidemment, de la planification stratégique territoriale aussi. Par exemple, la Constitution de 2011 qui insiste sur le rôle de la planification stratégique régionale dans l'article 143 et d'autres articles. Nous avons tout de suite la loi organique numéro 111-14 relative à la région. Par la suite, la loi organique numéro 113-14 relative aux communes qui insiste sur la planification communale, le PAC, etc. Les lois 17.08 et 78 relatives aux chartes communales, le décret numéro 2.16.301 de 2016 qui organise les procédures des PAC. On passe directement au type de la planification stratégique qui peut être déterminé ou décomposé en trois niveaux types. Le plan de développement global qui englobe tous les points du territoire national, le niveau sectoriel qui se concentre sur uniquement un seul secteur, par exemple le plan du Maroc vert, le plan relatif au tourisme et d'autres plans. Et au niveau territorial, ce sont tous les plans qui concernent les territoires de façon limitée, comme les PAC des communes et d'autres. Nous pouvons aussi les segmenter en trois types selon leur durée. Le court terme, les plans opérationnels, les moyens termes et long terme sont stratégiques et servent à rectifier, par exemple, les plans à court terme en toute flexibilité selon les cas et situations variables rencontrées. Maintenant, je cède la parole à mon collègue Mohamed pour entrer au vif de la partie, les moyens et les étapes d'élaboration. On entame l'étape d'élaboration de la planification stratégique, ou bien les étapes de l'élaboration de la planification stratégique. Comme vous le voyez devant vous, c'est un schéma simple. On a tout d'abord un diagnostic. Ce diagnostic nous permet de définir des orientations. Ensuite, basé sur ces orientations, on va les traduire sous forme d'un plan, puis d'un programme d'investissement prioritaire qui sera mis en œuvre et exécuté. Enfin, on arrive à l'étape de la communication qui est une étape
fondamentale, bien sûr. Donc, on détaille un peu chaque étape. Pour l'étape du diagnostic, une planification stratégique se base sur un diagnostic stratégique. L'étape du diagnostic est une étape importante. C'est une étape d'évaluation initiale. C'est un état des lieux. C'est ce qu'on a trouvé à propos de notre territoire. Ce qu'on a trouvé, on va le mettre dans un tableau qui nous fournit les opportunités, les forces, les faiblesses et les menaces. Ou bien c'est ce qu'on appelle la méthode SWOT. Il y a d'autres outils pour réussir le diagnostic, à savoir les SIG, les plateformes d'aide à la décision, les enquêtes et bien d'autres outils. Donc, suite au diagnostic, nous allons élaborer un certain nombre d'orientations. Ces orientations, ce sont les grands objectifs de demain pour un territoire, ou bien pour notre territoire. Une fois élaborés, il faut les traduire sur un plan. Après, on a le BIP, ou bien le programme d'investissement prioritaire. Donc, le programme, ou bien le BIP, nous permet de savoir quels sont les projets prioritaires dans le territoire. Ensuite, la mise en œuvre de ce BIP, pour cela, il faut établir un plan d'action, formaliser des actions, exemple des contrats, identifier les responsabilités, identifier les sources de financement et identifier les délais. Et enfin, mettre en place un système de contrôle ou bien des indicateurs de performance. Enfin, l'étape de la communication. Bien sûr, chaque citoyen doit connaître les orientations de son territoire. Et puisqu'on ne peut pas faire parvenir l'information à chaque citoyen, on aura recours aux médias et surtout aux réseaux sociaux. Donc, pour bien communiquer notre plan, le message doit être clair en utilisant des exemples par la pratique, bien sûr. Donc, c'est tout pour les étapes, l'élaboration de la planification stratégique. Je cède la parole à mon collègue pour entamer la partie empirique. C'est à vous la parole, Sarah. Alors, pour la partie pratique, on a pris la ville de Meknès comme exemple. Alors, Meknès est une ville et commune du Maroc, chef-lieu de la préfecture homonyme au sein de la région de Fès-Meknès. Elle est située sur le plateau de Seyss entre les massifs du Rif et du Moyen Atlas et son territoire est traversé par la vallée de Oued Boufkran. Elle fut le capitale du pays durant la règne d'Ismaïl Ben Sherif entre les années 1672 et 1727 qui y fit édifier plusieurs monuments. Meknès est ainsi l'une des 4 villes impériales du Maroc et inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 en tant que ville historique regroupant 2 entités, la Médina et la ville impériale. Sous le protectorat français, la ville vit l'installation d'une importante communauté européenne et son territoire s'étendit au-delà de ses murailles. Administrativement, Meknès est l'ancien chef-lieu de la région Meknès-Safilez, est actuellement l'un des 2 principaux pôles urbains, ainsi qu'une préfecture de la région Fès-Meknès. La ville est composée de la municipalité de Meknès, Toulel, Ouislane et celle d'El Mouchouar Signa, où se trouve le palais royal. Meknès est la 6e plus grande ville du Maroc, avec une population de 632,79 habitants selon le recensement de 2014. Économiquement, la région de Meknès est l'une des plus importantes au Maroc en termes de production agricole, notamment par son oléiculture et sa vitiviniculture. La ville fait ainsi l'office de pôle agricole national et abrite plusieurs grands groupes de secteurs au Maroc. La ville profite du développement du secteur automobile marocain, notamment par l'implantation des équipementiers automobiles dans ces zones industrielles. Un exemple pour notre sujet de planification stratégique territoriale, on a pris le plan d'action communal de la commune de Meknès. D'abord, on peut commencer par donner une petite définition du plan d'action. Comme dit la loi organique 113-14, le plan d'action communal est un document de planification aussi bien stratégique qu'opérationnel, établi sur 6 ans et révisable dans la 3e année. Elle précise la vision, les valeurs, les engagements, les rôles et les responsabilités de la commune et propose des instruments permettant d'atteindre les résultats attendus à moyen terme. Le plan d'action communal est situé au niveau bas des autres plans de développement, mais qui a un rôle plus important avec un impact direct sur le champ et qui nécessite une voie participative. Concernant l'élaboration du plan d'action, on trouve les grandes étapes de l'élaboration qui sont la phase préparatoire, la phase de démarrage, de diagnostic,
phase de planification et puis la phase de mise en œuvre. Puis on trouve les principes directeurs lors de l'élaboration du pacte de Meknès, puisqu'il faut faire du pacte une déclinaison opérationnelle des politiques publiques territoriales, créer la synergie avec les stratégies territoriales existantes, prise en compte des compétences matérielles et territoriales de la commune. Il faut soumettre le PAC à un dispositif de suivi, évaluation et pilotage axé sur les résultats, puis faire du plan d'action un outil de programmation et de négociation. En plus, l'approche de l'élaboration du pacte Meknès, tant que le plan d'action représente une vision encadrant ces stratégies et que le PAC doit assurer le principe de la libre gestion et administration et qu'il doit prendre en compte les ressources financières et humaines. Puis on passe au principe directeur du plan d'action qui vise à la modernisation de l'administration communale, le processus décisionnel participatif et inclusif, évaluation continue, la communication interactive et puis le développement durable. Alors, je cède la parole à ma collègue Hafsa pour parler des axes stratégiques et l'évaluation et des contraintes. Merci Sarah. Pour les 8 axes stratégiques du pacte de Meknès sont la compétitivité territoriale et vocation économique, urbanisation, habitat, requalification urbaine et infrastructures de base, voirie, mobilité urbaine et transport, salubrité, tranquillité et environnement, les projets structurants, actions sociales, culturelles, sportives et loisirs, valorisation du patrimoine local, gouvernance communale. Le PAC nécessite une évaluation donc pour le pacte de Meknès, on peut avoir une évaluation à mi-parcours entre 2016 et 2019. Alors, les objectifs de cette évaluation sont principalement apporter une contribution à la reddition de comptes sur les politiques publiques, les résultats de l'évaluation permettant d'apprécier l'état d'avancement et de tirer les enseignements appropriés, améliorer la qualité de ces programmes d'action et leur mise en œuvre, ainsi d'anticiper les ajustements nécessaires pour le redressement et la programmation. Cette évaluation nécessite une méthodologie de suivi qui est conçue. Voici un schéma explicatif pour la méthodologie de suivi. Il y a aussi un tableau d'exemple devant nous montre une partie des rapports annuels que la commune doit réaliser pour le suivi et la démonstration de la réalisation pour l'année 2018. Malgré tout ça, le pacte de Meknès affronte plusieurs contraintes à certains niveaux. Il y a des contraintes contextuelles, des contraintes internes et des contraintes externes. Pour les premières contraintes, il y a le retard de promulgation du texte réglementaire encadrant le processus d'élaboration. Il y a l'absence de la synergie requise entre le PAC, le PDP et le PDR. Pour les contraintes internes, il y a l'inexistence d'un PCD, c'est le plan communal de développement, pour capitaliser les efforts, la formulation du projet objectif généreux, spécifique. Il y a l'insuffisance des moyens humains et financiers. Et pour les contraintes externes, il y a l'existence de plusieurs grilles de suivi d'évaluation, mobilisation du foncier, collecte des données, absence d'une stratégie de contractualisation, communication avec les partenaires contravés. Alors, pour affronter ces contraintes, on peut faire des recommandations, à savoir création d'un STL, Société de développement local, comme un instrument d'aide à l'exécution des projets, constitution d'une agence d'exécution des projets au niveau des grandes communes, instauration d'un système de coordination officielle, promotion à la formulation continue pour les personnels de la commune, création des branches de formation, agents de développement, management territorial. Pour conclure, je cède la parole à mon collègue Nasser. Merci beaucoup, Hafsa. Alors, vu que l'exposé avait connu comme début le but de définir qu'est-ce que c'est une planification stratégique et quelles sont ses étapes et de montrer qu'on ne peut pas travailler de manière séparée, mais la seule manière réussie, ça veut dire, est de regrouper ces différents domaines, nous avons constaté que la planification est l'articulation de la complexité territoriale. C'est-à-dire que malgré, au début, nous avons cru au début que la simplification de la planification, pour qu'elle soit efficace, doit être présente, mais c'est exactement le contraire. Dans une planification stratégique moderne, nous sommes obligés de prendre en compte tous les paramètres de la société
et du territoire pour atteindre un développement durable souhaité. Et merci tout le monde de nous avoir accordé votre attention.